Ici, dans cette maladie auto-immune, la cause reste inconnue. Aujourd'hui, en 2021, la cause de la sclérose en plaques est inconnue. La littérature évoque beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs. En Amérique du Nord, on insiste et on a validé la vitamine D comme un facteur, la déficience en vitamine D comme un facteur important, la nourriture, l'aspect génétique également. Des études américaines ont prouvé que les personnes issues de zones de guerre qui ont vécu des traumas, ça est un facteur de risque également. En Europe, la cause reste inconnue et il y a plusieurs pistes, y compris on insiste beaucoup plus sur les maladies concomitantes, une comorbidité, le risque le stress aussi. Le risque du stress est indéniable. Mais une étude très pertinente de Dr Sébastien Richard, qui date des années 2000, qui est quand même récente en ce qui concerne la recherche, ils ont pris un énorme échantillon qui parlait significativement de l'impact de l'immigration et des endroits géographiquement isolés, comme la Sardaigne ou Israël. Ça rejoignait un peu une étude qui a été faite dans les années 60 aussi. Ce qui en résulte, c'est que les patients qui sont diagnostiqués sclérose en plaques immigraient 15 ans plus tard, c'est-à-dire à partir de 15 ans, et variaient très significativement de quelqu'un qui a immigré plus jeune. Et concernant les deuxième et troisième générations, l'aspect génétique se confirmait. Ce qui ne néglige pas l'aspect génétique de la sclérose en plaques, mais cela reste encore à prouver. Des études sérieuses se font en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Israël. Toutes ces études vont vers une explication génétique, mais qui n'explique pas le tout de la sclérose en plaques. Par exemple, une limite très concrète, c'est la Norvège, où il y a un taux d'immigration très présent, des personnes qui ont spécialement immigré de l'Europe de l'Ouest, et pourtant l'aspect génétique n'était pas très déterminé. Alors que pour l'Afrique du Sud, par exemple, où il y a des immigrants qui sont venus de l'Angleterre, ça reste un pays européen. Juste une petite parenthèse aussi, dans le temps, ou même quand moi j'ai commencé, j'ai entendu ces histoires, que quelqu'un qui arrive à l'hôpital et qui n'a pas la peau blanche, on élimine tout de suite la sclérose en plaques parce que c'est une maladie qui n'est pas propre des pays chauds, c'est une maladie qui n'est pas présente en Afrique ou en Asie. C'est une maladie qui est très développée en Europe ou Amérique du Nord, et automatiquement, quelqu'un qui a la peau pas blanche, c'est éliminé tout de suite. Cette fausse hypothèse a été refutée ces 20 dernières années, et on procède, il y a plutôt un procédé par élimination, qui est classique à un patient qui est de peau blanche ou un autre. Ce qui rejoint l'étude qui était sur la génétique concernant l'immigration, il y a des risques pour les deuxième et troisième générations. Le risque d'être atteint de la sclérose en plaques, par exemple, augmente avec la résidence au Canada ou en Europe ou aux États-Unis. Quelqu'un qui réside en Guinée, son risque n'augmente pas significativement. Je ne sais pas si vous
si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous avez besoin des Oui, références, je peux vous envoyer la bibliographie des études qui sont très pertinentes. c'est ça. Maintenant, la question par rapport à cet aspect, c'est, tu as parlé de l'aspect environnemental et puis tu as souligné le déficit en vitamine D Oui, et tu as également parlé des aspects génétiques. Mais et le trauma. est-ce que la maladie elle-même est héréditaire ou est-ce Difficile, qu'on peut penser ce n'est que pas c'est déterminé. héréditaire? Ce n'est pas déterminé clairement aujourd'hui. Je ne peux pas dire que c'est une maladie génétique ou c'est une maladie environnementale. Il y a des aspects qui viennent de l'environnement, comme je vous ai cité l'étude pour les traumas et les guerres, qui était très claire et très significative. Le taux de stress et la prévalence étaient élevés. La comorbidité, quelqu'un qui a une hypertension artérielle, il a un risque plus élevé d'être atteint de la sclérose en plaques. Quelqu'un qui est en obésité, diabète, etc., c'est très clair et net et précis. Mais concernant l'aspect génétique, à part cette étude sur l'immigration et les deuxième et troisième générations, aucune autre source génétique claire et précise aujourd'hui. Parfait. Donc, ça veut dire aujourd'hui, si une personne a la sclérose en plaques, on n'a aujourd'hui pas de lien établi qui dit que son fils ou sa fille va avoir automatiquement de la sclérose en plaques. C'est bien ça? Absolument. Une étude qui a été faite ici à Bruxelles, à laquelle j'ai participé en 2017, dit ou conclut que quelqu'un qui est un parent atteint de la sclérose en plaques peut avoir jusque 3% de risque d'avoir la sclérose en plaques. Quelqu'un qui a deux parents qui sont tous les deux atteints de la sclérose en plaques peut aller jusqu'à 25% d'avoir la sclérose en plaques. Mais de là, encore une fois, ça reste des chiffres très bas pour déterminer et dire que la CEP est génétique. Parfait. Ça répond à la question. Voilà. On peut passer à la clinique et diagnostic, qui Oui. est très riche et très varié. Il y a des médicaments qui sont autorisés et reconnus aux États-Unis, au Canada, qui sont interdits en Europe et vice-versa. Il faut savoir aussi que le traitement de la sclérose en plaques coûte très, très cher. Surtout, par exemple, en Afrique ou en Asie. Et même ici, c'est toute une procédure pour faire valoir ses droits et avoir sa reconnaissance de sclérose en plaques et ainsi avoir une intervention de la mutuelle dans le médicament ou les injections qui vont se faire par la suite. Je vais vous expliquer le traitement classique, le diagnostic, le diagnostic et ensuite on passera au traitement classique. Le diagnostic est très simple pour un neurologue ou il ne se fait pas par un généraliste. C'est une série d'imagerie médicale du cerveau et de la moelle osseuse afin d'avoir des spots et de voir les spots et la densité des taches blanches, on les appelle, qui sont présentes dans le cerveau et dans la moelle osseuse et accompagnées de questionnaires pointus et qui font des pages et des pages afin d'avoir la vie du patient pour déterminer le stade, l'évolution et quel type à quel stade il se situe de sa sclérose en plaques et quel type de sclérose en plaques est présente dans le cas. Voilà. Avez-vous des questions? Il n'y a pas encore reçu de questions pour le moment. Ok, Donc, on peut passer au suivant. tout à fait. Okay. Le traitement
et la prise en charge. En Europe, ça se fait très, très bien. Je ne sais pas exactement comment cela se fait au Canada. J'ai eu des retours concernant les États-Unis, mais ça reste des expériences personnelles ou des confrères, donc j'ignore, mais je vous parle de ce qui se passe en Belgique et en Europe de manière générale. Et vous m'apprenez, bien sûr, si vous avez des informations concernant le Canada. Le traitement phare euh, de la sclérose en plaques, c'est immunomodulateurs et des immunosuppresseurs qui vont diminuer la fréquence des poussées dont je vous ai parlé il y a quelques minutes et peuvent freiner la progression de l'handicap. Le traitement de ces poussées repose sur des perfusions intraveineuses de corticoïdes accompagnées de puissants anti-inflammatoires. Sur une courte période, un patient qui est atteint de la sclérose en plaques, il fait, encore une fois, ça dépend, et c'est du cas par cas, mais il y en a qui font 2 injections l'année et d'autres patients font 1 fois par mois. Et les anti-inflammatoires sont généralement présents chez tout le monde afin d'atténuer la douleur. Il y a d'autres traitements aussi qui soulagent la douleur, les tremblements, les mouvements anormaux, la spasticité, la raideur musculaire ou les problèmes visuels. Et de manière aussi générale, un autre aspect important, c'est la rééducation, la kinésithérapie, une rééducation fonctionnelle des membres supérieurs ou inférieurs, car généralement, les personnes atteintes de la sclérose en plaques commencent par avoir tout de suite un problème de jambes et ça s'aggrave au fur et à mesure des années en dépendant du type de la CEP. Et un autre aspect qui est aussi important dans cette maladie, c'est le côté psychologique. Il est impératif qu'il y ait un soutien, une compréhension et un accompagnement dans l'évolution de la maladie par la famille, par l'équipe médicale et par le patient lui-même en termes d'acceptation de sa maladie. Alors, les immunomodulateurs, ils agissent et régulent l'activité du système immunitaire. Et ça diminue l'inflammation et les lésions provoquées, puisque la gaine de myéline est bouffée, elle est mangée, elle est dysfonctionnelle par l'organisme lui-même. Donc, on essaye d'atténuer cela par les médicaments. Et les immunomodulateurs utilisés dans la CEP, ce sont les interférents et PEG-interférents, bêta-1A et le bêta-1B, et aussi l'acétate de glatiramère. Ces produits diffèrent selon le mode d'administration décidé par le médecin, par une voie injectable sous-cutanée intramusculaire. La fréquence de l'injection dépend aussi du médecin. L'acétate de glatiramère, c'est le Copaxone, le glatiramère Milan, et les interférents, le plus gros médicament de la CEP ici, par exemple en Belgique, c'est le bêtaféron, commercialisé sous le bêtaféron. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, les immunosuppresseurs sont utilisés en cas d'échec des premiers médicaments cités, c'est-à-dire les immunomodulateurs, quand on n'arrive pas à moduler le système ou l'auto-immunité du patient, ben, on essaye avec des immunosuppresseurs. Ceci est spécifiquement chez les patients qui présentent des poussées rapprochées et non pas quelqu'un qui a une poussée 1 fois l'année ou une poussée par 2 ans. Encore une fois, cela dépend de l'évolution de la maladie. Et donc, les immunosuppresseurs, ici, sont commercialisés. Le plus gros médicament, c'est le Gilenya. Ce sont des médicaments réservés à l'usage à l'hôpital, par exemple, là où
je consulte. Et on évite que ce soit accessible dans le marché des généralistes et des neuro dans le privé, car c'est un médicament qui peut avoir des complications parfois très graves. Il est aussi administré par voie injectable, et ça, c'est le plus gros médicament. Sinon, il y a d'autres comme l'Endoxan, et je pense qu'il est au Canada. Vous me corrigez si c'est faux. Et l'azitioprine commercialisée sous le Imuren. Aussi, ça, c'est les traitements classiques. Maintenant, il y a quelques nouveaux traitements aussi. Le Tessisidera, qui est un traitement de fond, visé préventif des poussées. Son mécanisme d'action n'est pas complètement élucidé, mais il se présente sous forme de gélules, qui constitue une alternative au traitement injectable plus ancien, parce que les injections sont plus anciennes. Et ceci a été disponible à partir de 2014, à peu près en France et en Belgique, le Tessisidera. Et il peut être aussi obtenu en pharmacie, mais une surveillance régulière est recommandée, surtout des lymphocytes et du fonctionnement des reins et du foie, et surtout pendant le traitement et après. Un autre médicament aussi récent, c'est l'Aubagio, qui est un immunomodulateur qui dispose d'une indication dans la sclérose en plaques, surtout et principalement sous forme rémitante récurrente, la 7RR, mais reste très limité par rapport au traitement de référence, c'est-à-dire les interférantes, je vous ai cité en premier. Ce médicament a été autorisé dans les pays scandinaves, mais pas encore en Belgique et en France. L'Aubagio. Il y a aussi un autre médicament qui est un anticorps monoclonal anti-CD52. C'est l'alemotuzumab, commercialisé sous l'Emtrada, que j'ai aussi prescrit dans le passé, car je pense qu'il s'agit d'un anticorps qui permet de détruire très rapidement les globules blancs et les lymphocytes B et T surtout. Et il est très, en tout cas par notre service, il a été très prescrit dans une forme active de la sclérose en plaques, rémitante aussi. Et ce traitement par alemtuzumab nécessite un suivi particulier, c'est-à-dire des consultations presque 2 fois par semaine, du fait qu'il y a un risque infectieux lié à son effet sur le système immunitaire, mais cela reste très minime dans la littérature et la pratique médicale. Des effets indésirables graves de tous ces médicaments, je pense que vous savez tous que ceci est possible. Donc, ce risque est présent. Les effets indésirables de tous ces médicaments cités, les plus majeurs sont un AVC, un infarctus du myocarde, des hémorragies pulmonaires, des hépatites auto-immunes aussi. Ça a presque toujours été observé par l'Agence médicale des médicaments. Et pour tout ce qui est nouveau ou un nouveau traitement développé par une industrie pharmaceutique, il doit d'abord être testé dans la CEP rémitante récurrente, malgré un traitement complet et bien conduit, avec ou en parallèle avec d'autres médicaments et un suivi très détaillé de l'évolution du patient et de l'évolution de la maladie, appuyé bien évidemment sur l'imagerie. Les patients atteints de la sclérose en plaques doivent faire 4 à 5 IRM pendant un semestre, par exemple, qui peut engendrer une certaine fatigue par la suite et
une lassitude aussi des patients. La question aussi qui revient très, très souvent, c'est est-ce que c'est curable? Est-ce que c'est guérissable? Est-ce que c'est chronique? Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Pendant combien de temps je vais prendre ce médicament? Malheureusement, la réponse est que la sclérose en plaques n'est pas guérissable au jour d'aujourd'hui. En tout cas, via ces traitements classiques. Ça, c'est très clair. Donc, est-ce que si je comprends bien cette partie, ça veut dire qu'on n'a pas de traitement curatif connu pour le moment pour la sclérose en plaques? Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, les traitements que nous avons, c'est des traitements symptomatiques et on utilise également des immunorégulateurs, Oui, modulateurs. oui, OK. Mais il n'y a vraiment pas de traitement curatif connu pour le moment. absolument pas. OK. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, tu avais parlé dans ta présentation des activités physiques, souvent avec l'intervention de certains kinés et autres. Est-ce qu'il y a une comme hygiène de vie particulière, quelques types d'alimentation qu'il faudrait avoir? Par exemple, on a parlé de carence en vitamine D. Oui, Est-ce qu'on devrait penser ou quel type d'alimentation bien particulière il faudrait, si c'est le cas, avoir si on a la sclérose en plaques? alors, pour essayer à répondre à votre question, sachant que je ne suis pas nutritionniste, mais le mieux que je peux dire, c'est de maintenir un poids idéal, de combler ces rapports journaliers de vitamine D qui sont de minimum 600 jusqu'à 4000 unités internationales pour les femmes et pour les hommes. La vitamine D, comme on disait dans le temps, dans les pays chauds, la sclérose en plaques n'est pas présente, mais c'était un mythe qui a été refuté aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont quand même, qui vivent en Afrique, mais qui ont une carence de vitamine D. La vitamine D est assimilée dans le gras, c'est-à-dire dans les lipides. Pour permettre une meilleure assimilation de la vitamine D, il faut manger ce qu'on appelle le bon gras, c'est-à-dire des avocats, du poisson gras, les noix, les oligo-aliments, des légumes et des fruits, bien sûr en grande quantité. Mais quand on parle de bon gras, ça c'est important, c'est une notion qui n'est pas très... chez les patients, des fois, excusez-moi, on a tendance à les transférer aussi chez un nutritionniste qui peut les aider à avoir une meilleure hygiène de vie et une meilleure alimentation. Une étude aussi, je me rappelle d'une étude des années 90, je pense qu'il y a parlé d'éviter le gluten et le lait chez les patients atteints de sclérose en plaques et qui a été qui a été prouvé. Et c'est une très bonne étude aussi. Excuse-moi. Pardon. Permettez-moi de boire une petite seconde. Il n'y a pas de problème, docteur. Voilà, de retour. Donc, qui parlait d'éviter le gluten et le lait chez les patients atteints de sclérose en plaques et principalement de combler son apport journalier en vitamine D. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, la question a été répondue. Merci beaucoup. De rien. Donc, on était dans les alternatives thérapeutiques. Oui. Maintenant, on passe au Les stem cell, c'est ça? au slide d'avant, si Oui. vous voulez bien, non, l'alternative thérapeutique, il y en a beaucoup.
Et c'est important de conscientiser le patient à tout cela, surtout pour quelqu'un qui a des poussées soudaines, qui ne comprend pas, qui n'accepte pas sa maladie, il a besoin de soutien. Le traitement donc, des poussées de sclérose en plaques vise à atténuer l'inflammation du SNC. Et ça repose sur des perfusions intraveineuses de corticoïdes majoritairement, mais il existe d'autres alternatives, comme par exemple des programmes d'éducation thérapeutique qui ont démarré ici depuis une bonne décennie, afin de permettre aux patients atteints de sclérose en plaques d'être soutenus, d'être compris, d'être écoutés, d'être reconnus également, et de ne pas tomber dans de diminuer, d'augmenter sa qualité de quotidien et d'atténuer la fatigue, la douleur, l'anxiété, de tomber dans des troubles dépressifs, hormis des problèmes moteurs que la majorité des patients présentent. Avec certains patients aussi, ce qui a marché très très bien, c'est le myorelaxant, des antispastiques. J'ai eu beaucoup de retours positifs concernant ces myorelaxants. Ça marchait, ça diminuait la douleur et ça diminuait également la fréquence de ces contractions douloureuses qui accompagnent la sclérose en plaques. C'est tout pour les alternatives thérapeutiques. Donc, alors, je ne sais pas combien il me reste de temps, Mamadou. Il me reste beaucoup de temps? Bon, on a déjà couvert le temps, mais je pense qu'on peut prendre 5 minutes pour conclure. Ok, super. Alors, attends, ce qui est hyper important et dont je voudrais vous parler personnellement, c'est les stem cells. Alors, les stem cells, ce sont les cellules souches. Dans cette maladie, le traitement récent, très très récent, qui n'est même pas encore entré en Europe, j'ai eu l'occasion de travailler au mois d'avril passé, d'assister à une journée de formation, et l'année passée, on a fait une journée de stem cells avec 3 patients sclérose en plaques. Ce sont des cellules souches que chaque individu possède dans sa moelle osseuse. Il existe 2 traitements, pour faire court, qui sont très, 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 très excellents actuellement et qui déterminent un taux de guérison allant jusqu'à 48%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et c'est une nouveauté. Et j'ai des confrères qui ne sont même pas au courant, qui ne savent même pas ce que c'est des cellules souches, alors qu'aux États-Unis, le traitement se fait, s'administre. Je ne sais pas ce qu'il en est du Canada. En Russie, au Japon, cela se fait. Et tout doucement, ça rentre en Belgique avec le centre du MS de Meesbroek qui est situé à Bruxelles. Pour être clair et structuré, ce sont 2 choses différentes qu'on fait avec les cellules souches. Ou bien une greffe de la moelle osseuse de la personne elle-même, c'est-à-dire on fait un prélèvement et on réinjecte ses propres cellules souches, ou bien un traitement qui se fait accompagner d'une chimiothérapie d'abord, et ensuite une injection de cellules souches hématopoïétiques, ce qu'on appelle les précurseurs d'oligodendrocytes, ce qui permet, en gros, sans rentrer trop dans les détails, de recréer la myéline et de remyéliniser les nerfs. La sclérose en plaques réduit l'espérance de vie d'une personne par rapport à une personne normale presque de 10 ans. Avec les cellules souches, on peut arriver à 0. Et beaucoup de patients qui ont reçu ce traitement de cellules souches déclarent une disparition de symptômes,
une nette amélioration du quotidien. La seule limite est que le traitement reste très, très coûteux, allant jusqu'à 50 000 euros, une marge entre 20 000 et 50 000 euros pour les États-Unis. En Europe, c'est même pas encore reconnu, mais c'est en cours. Cela se fait au centre de Meespoort du MS et 2 ou 3 médecins sur Bruxelles, dans le cadre du privé, l'administrent. C'est une technique très pointue et très complexe, mais c'est un acte qui dure une journée, voire deux, quand c'est une greffe simple. Quand c'est accompagné à une chimiothérapie, ça peut prendre jusqu'à 40 jours, mais l'efficacité est très, très élevée. Voilà, je voulais vous parler des cellules souches parce que personnellement, moi, je pense que c'est une nouveauté qui va changer complètement la littérature, la science, la vie du patient, l'exercice, la pratique médicale de tous les spécialistes et les professionnels de la santé. Est-ce que il y a... Ah, voilà. Donc, le livre. Le livre, c'est Dr Charlotte Tourmente que je voulais vous proposer pour les personnes qui aiment la lecture. C'est un livre très sympa, une expérience humaine d'une femme qui est médecin et qui est atteinte de la SEP. Elle a une SEP récurrente rémitante. Et son diagnostic a été posé dans, je pense, les 96. Elle avait beaucoup de poussées, des symptômes, l'aphasie, l'hémiplégie, des troubles urinaires, des vertiges, des névrites optiques, etc. Et elle a appris progressivement à apprivoiser la maladie et à vivre avec sa maladie en toute connaissance et en toute acceptation. Elle a une vie, elle raconte tout ça dans le livre, malgré les périodes très éprouvantes qu'elle a vécues. Elle estime qu'elle a une très, très belle vie. Et l'évolution de sa maladie se passe très, très bien. Elle a une philosophie de vie qui est très positive. Et je vous invite tous à aller peut-être lire ce livre ou quelques extraits. Je pense que ça vous plaira. Pour ma part, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop longue et trop dans les détails. Et j'espère que tout a été clair. Et je suis là pour toute question, volontiers, avec tout grand plaisir. OK. Merci beaucoup, docteur Myriam, pour la présentation. Donc, il y a déjà pas mal de questions que nous avons répondu. D'abord, par rapport aux principales formes de la sclérose en plaques. On avait répondu si c'était héréditaire ou pas. On a abordé l'aspect génétique et environnemental. On a également parlé des options thérapeutiques, incluant les cellules souches. Et puis, ça a été clair qu'il n'y avait pas de traitement curatif connu en ce moment. Et puis, en termes de type d'alimentation, je pense que c'est plutôt des aliments riches en vitamine D qui seront peut-être à privilégier. Maintenant, il y a toujours une question qui semble non, que je ne sais pas. Je pense avoir la réponse, mais étant donné que c'est toi qui es l'experte, est-ce que la sclérose en plaques est contagieuse? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec la COVID, il y a on prend beaucoup de précautions pour ne pas contaminer les autres. Mais est-ce qu'une personne qui a la sclérose en plaques est capable de contaminer d'autres autour d'elle? Absolument pas. La sclérose en plaques n'est pas contagieuse en aucun cas. Ce n'est pas une maladie contagieuse malgré les causes et la littérature des années 50 qui parlait d'un virus au tout début. Mais comme vous savez, la littérature avance et voilà. Mais ce n'est pas une maladie contagieuse et ce n'est pas une maladie virale non plus. C'est une maladie auto-immune.
si je suis atteinte de la CEP, je peux contaminer personne. Et concernant mes enfants, pour les chiffres, donc si moi, je suis CEP et le deuxième parent non, ben, ça peut aller jusqu'à 3% maximum. Si les deux sont CEP, c'est une hérédité qui va jusqu'à 25%. Mais en termes de contamination, il existe zéro contamination dans le cas de cette maladie auto-immune. Et même les débuts, les causes pensées ou les hypothèses du début de la CEP qui parlaient d'une maladie virale ont été tous limités et annulés. Voilà. Excellent. Donc, pour ma part, je pense que ça fait le tour des questions. Donc, je n'ai pas reçu des questions en ligne. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vois, OK. tu connais Youssouf, c'est ça? Oui, c'est ça. Konaté est là et puis je vois qu'il y a d'autres qui viennent, qui partent avec la connexion. Ah, d'accord. Mais C'est ça. Donc, dans la c'est discussion, ça. Donc, je pense que nous avons... Oui, ah, vas-y, tu as une question? il n'y a rien. Je vois rien. Oui. OK, c'est bon. OK, donc Myriam, écoute, merci beaucoup pour la présentation. C'est Il toujours y a un... déjà pas mal de questions qui ont été répondues pendant la présentation. Oui, c'est toujours un plaisir de Et collaborer puis, avec vous, docteur. merci beaucoup. Merci Bien les choses. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. à tous les participants également pour leur écoute. Excellent. Merci et à très bientôt. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Merci également. Au revoir. Au revoir. Bye bye.